Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Gissen TV comme tous les soirs, il est 18 h, nous sommes en direct pour le magazine complet de l'information Focus 40. Au sommaire ce soir, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan jouit désormais d'une popularité croissante dans le monde arabe. Son nom est régulièrement scandé lors des rassemblements de protestation contre l'opération israélienne contre le bateau turc. Et les exemples ne s'arrêtent pas là. Reportage ce soir sur le boycott mis en place par Ramallah sur les travailleurs palestiniens et les marchandises produites dans les implantations juives de Judée-Samarie. L'économiste Michael Breislacher sera avec nous. Focus également sur la manière dont l'Iran détourne à sa guise l'embargo sur ses ventes d'armes imposé par la communauté internationale en 2007. Puis nous recevrons en fin de magazine Tilda Redjouane, chanteuse atypique à la voix très orientale. Elle présente en ce moment même un spectacle en hommage à Dalida. La fermeté affichée par le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard d'Israël à la suite de l'opération contre la flottille d'aide à Gaza la semaine dernière lui vaut aujourd'hui une popularité croissante dans le monde arabe. Son nom a régulièrement été scandé lors des rassemblements, des protestations contre cette opération. Mais les exemples ne s'arrêtent pas là. On regarde. La réaction prompte et cinglante du Premier ministre turc à l'assaut israélien la semaine dernière a promu Erdogan au rang de véritable héros populaire dans le monde arabe. Son nom a régulièrement été scandé lors des rassemblements de protestation contre cette opération. Allah le miséricordieux protège Erdogan pour nous, psalmodiait des manifestants à Beyrouth. Tayyip Erdogan s'est même vu attribuer le surnom de calife des musulmans dans un commentaire posté sur le net. La bande de Gaza n'est pas en reste et au moins un nouveau-né y a déjà été prénommé en hommage au Premier ministre turc. Au-delà du monde arabe, les Iraniens, dont les dirigeants ne font pas mystère de leur position anti-israélienne, semblent également apprécier l'approche d'Erdogan. En s'opposant à Israël sans adopter l'attitude menaçante affichée par Téhéran ou le Hezbollah, il offre une solution de rechange au monde arabe. Le fait qu'un dirigeant politique apporte son soutien à une initiative non gouvernementale, terroriste de surcroît, est elle aussi particulièrement rare dans le monde arabe. Fustiger Israël sans lésiner sur les actes, rappel d'ambassadeur, annulation d'exercices militaires conjoints et devenir en personne l'avocat numéro 1 de la cause palestinienne en déclarant vouloir monter lui-même à bord des bateaux en direction de Gaza. C'est ça la méthode Erdogan. Arrivé à la tête de l'État turc grâce à son parti islamiste, il a opéré lentement mais sûrement ce virage. Fort de ce qui restait à la Turquie de cette position d'équilibre entre l'Orient et l'Occident. Fort de sa nature de seul pays musulman membre de l'OTAN. Ankara cherche désormais à regagner de l'influence dans la région un siècle après la chute de l'Empire ottoman. Une région qui a peut-être perdu un médiateur mais où le camp arabe a gagné un nouveau leader. Reportage, et c'est le dossier de cette édition. Les Palestiniens ont mis en place un boycott des marchandises produites dans les implantations juives de Judée-Samarie dans les villes palestiniennes. Des volontaires et des inspecteurs ratissent les maisons et les magasins. Reportage. T-shirt sur le dos, casquette vissée sur la tête. Dernière recommandation pour ces jeunes étudiants, et c'est parti. Armés de brochures, ils font du porte-à-porte dans la ville palestinienne de Ramallah. Leur mission, aider la population à identifier facilement les produits nouvellement interdits. Voici les produits que l'on n'a plus le droit d'acheter. Il y a des fruits par exemple, toutes ces marchandises sont issues des implantations israéliennes. Sur cette brochure, une liste de 500 produits israéliens à boycotter. Elle contient la description, la marque et la photo de ces marchandises produites en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est et sur les hauteurs du Golan. Une signature en guise de soutien et mission accomplie pour ces volontaires. Au total, près de 3000 bénévoles sillonnent les territoires palestiniens. Outre les maisons, les commerçants sont aussi visés par cette campagne de boycott. Plus de 80 inspecteurs ratissent les magasins de toutes les villes palestiniennes à raison d'une dizaine par jour. J'ai un doute sur ce produit. Sur ce livre sont mentionnés tous les produits interdits. Dès que j'ai une hésitation, je vérifie dans le livret. Les noms et photos des marchandises sont indiqués. Le président palestinien Mahmoud Abbas a signé un décret interdisant purement et simplement la vente et le négoce des produits fabriqués dans les implantations juives. Une personne reconnue coupable de commerce de ces biens est désormais passible de 16 000 € d'amende et encourt entre 2 à 5 ans de prison. Quelquefois, nous trouvons des produits issus des implantations, nous les confisquons et les détruisons.
Une fois le magasin fouillé, les inspecteurs collent cette étiquette. Ce signe veut dire que ce magasin est vidé de marchandises des implantations. Cette campagne s'inscrit dans le projet de Salam Fayyad, la création d'un État palestinien d'ici l'été 2011. Mais il s'agit aussi de promouvoir directement l'économie palestinienne. Pour Israël, c'est juste un boycott de l'État juif, un projet unilatéral qui violerait les accords passés conclus avec l'autorité palestinienne. Nous ne violons aucun accord conclu avec Israël. Les Palestiniens ont le droit de s'exprimer librement et d'une manière non violente contre l'occupation et les entreprises des implantations israéliennes. La campagne de boycott n'en est qu'à ses débuts. Les organisateurs ont prévu d'autres actions dans les mois à venir. Le doigt toujours pointé sur Israël, qui ne voit dans ce boycott qu'une nouvelle arme de propagande. Et avant de parler de notre dossier du soir, c'est-à-dire ce décret présidentiel qui nous vient de Ramallah, une information qui vient de nous parvenir, eh bien, la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, plus exactement, vient d'infliger il y a quelques instants une nouvelle série de sanctions à l'encontre de l'Iran pour la 4e fois depuis 2006, afin de tenter, voilà le communiqué, de tenter de convaincre l'Iran de suspendre toutes ses activités nucléaires. L'Iran qui est suspecté par la communauté internationale et principalement par le Conseil de sécurité de vouloir se doter de l'arme atomique. 12 pays membres du Conseil ont voté en faveur des sanctions, 2 ont voté contre. Ce n'est pas par hasard, le Brésil et la Turquie qui avaient signé un accord d'échange de combustible nucléaire avec l'Iran, c'était le mois dernier, un projet jugé techniquement irréalisable par le Conseil de sécurité. Le Liban s'est abstenu, voilà l'information de la soirée. Je le répète, le Conseil de sécurité vient à peine il y a quelques instants d'infliger des sanctions à l'encontre de l'Iran pour la 4e fois depuis 2006. Alors on passe au dossier de cette soirée. Michael Breislacher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, on va parler plus exactement ensemble de ce décret présidentiel contre les travailleurs palestiniens. Alors, vous êtes économiste et vous habitez surtout en Judée-Samarie, dans le Gush Etzion, c'est au sud de Jérusalem. À 10 minutes de Jérusalem. À 10 minutes de Jérusalem. Alors, l'autorité palestinienne prévoit de mettre en place un fonds de 41 milliards d'euros, c'est énorme, pour venir en aide aux milliers de Palestiniens contraints de quitter leur emploi dans ces implantations. D'ici à la fin de l'année, plus de 20 000 travailleurs. Est-ce que c'est exact? On a plusieurs sources. Plusieurs sources. Bon, d'ici la fin de l'année, il peut encore se passer beaucoup de choses. Je dirais que grosso modo, d'après ce que je vois sur le terrain, aussi d'après ce que les Palestiniens disent, ils espèrent que Israël réagira, dans le sens où les premières victimes de ces mesures sont les Palestiniens qui n'aspirent qu'à vivre et à travailler. Alors vous les côtoyez au quotidien, certains Palestiniens travaillent autour de votre maison, travaillent dans les entreprises situées à quelques encablures de votre maison. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Palestiniens? D'abord, je pense que c'est utile pour les téléspectateurs de donner un ordre de grandeur. Disons, d'après l'Office de statistiques israélien, en 2008, il y avait près de 30 000, 29 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël. C'est les Palestiniens qui travaillent officiellement. Il y a beaucoup de travail noir ou de gens qui ne sont pas enregistrés. C'est peut-être la raison pour laquelle, excusez-moi de vous couper, mais j'ai essayé tout au long de la semaine de rentrer en contact avec les entreprises israéliennes et les Palestiniens. Ni l'un ni l'autre des deux côtés veut parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, disons, la situation, on espère que ça va s'arranger, dans le sens, c'est plus, on va dire, des ballons d'essai. Les Palestiniens, je dirais, tout le problème économique de boycott rentre dans une politique beaucoup plus vaste. Il suffit de voir l'attitude de l'autorité palestinienne qui ne respecte pas toujours les accords signés à Oslo, quand on voit le programme d'éducation et d'autres trucs. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que les dirigeants palestiniens essayent de séparer la population qui vit en bon voisinage et en harmonie avec les voisins israéliens. Alors là, on parle de 120 implantations situées en Judée-Samarie, localité située en Judée-Samarie, mais vous m'avez corrigé juste avant cet entretien, c'est qu'il s'agit non pas que de Judée-Samarie, mais également de Jérusalem-Est et du Golan. Que le boycott s'adresse à tous les territoires qui ont été conquis par Israël en 67, y compris le plateau du Golan, la vallée du Jourdain et Jérusalem. Alors, j'ai une réaction qui est tombée cet après-midi de l'un des Palestiniens. Je sais que je contribue à construire les maisons de mes ennemis, voilà ce qu'il déclare.
mais j'ai 6 enfants et j'ai besoin de mettre de la nourriture sur la table. Est-ce que l'autorité palestinienne a une alternative pour moi en tant qu'économiste? Et vous voyez les choses un peu plus d'en haut. Est-ce que vous avez l'impression que les Palestiniens ont les reins suffisamment solides pour pouvoir justement financer ces Palestiniens qui ne travailleront plus côté israélien? Premièrement, pas du tout. Deuxièmement, d'après les déclarations, il y a encore 2 jours, à une conférence à l'Université de Tel Aviv du ministre des Finances palestinien, on lui a posé cette question. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas vraiment. Il suffit de... Disons, il y a surtout un but de dénigrer et de faire du mal autant que possible à Israël, mais le bien-être de la population locale n'entre pas vraiment... Est-ce qu'on ne risque pas, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que Salam Fayyad, le Premier ministre palestinien, et on sera toujours intéressé à le rappeler, c'est l'ancien dirigeant du FMI local dans la région, donc il sait de quoi il parle lorsqu'il parle d'économie. Pour autant, est-ce qu'il sait que son économie est capable de s'effondrer à ce moment-là? Oui, mais bon, encore une fois, c'est plus une idée, on va dire, médiatique, parce qu'il faut aussi mettre les choses au point. Je dirais que le développement de ces dernières années de l'économie des territoires palestiniens, les principaux promoteurs et bailleurs de fonds sont les Israéliens. Il suffit de voir bien des gouvernements israéliens ou le centre de Pérez pour la paix qui va chercher des investisseurs pour l'économie palestinienne. Est-ce que le chiffre de 200 millions de dollars annuels au niveau des produits qui sont vendus, qui sont confectionnés en Israël et qui sont vendus dans les territoires palestiniens par ces mêmes Palestiniens est exact? Le chiffre, moi j'ai lu dernièrement dans un journal économique que le commerce annuel, d'après Shraga Broch, qui est le président de l'association du commerce israélien, il parle de 15 milliards de shekels par an de commerce, au bénéfice à part égale des Palestiniens et des Israéliens. C'est pas uniquement du commerce d'Israël vers les territoires, mais aussi les territoires palestiniens où les gens qui travaillent dans l'agriculture ou dans l'industrie qui bénéficient de tout ça. Alors une autre réaction, c'est important. Imad Youssef, un jeune homme de 24 ans du village de Bilin, qui déclare je sais que je construis toujours des maisons. Alors ce qui est impressionnant quand même, vous confirmez que la majeure partie des travailleurs palestiniens aujourd'hui occupent le poste dans la construction principalement. Bon, la construction dans les territoires est, comme vous le savez certainement, gelée. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais beaucoup par exemple à Efrat où j'habite, il y a quand même des travailleurs palestiniens qui continuent les chantiers en cours. Alors c'est un paradoxe là également, je reviendrai sur sa réaction, c'est que l'autorité palestinienne aujourd'hui crie haut et fort et exige de la part d'Israël un gel total des constructions. Or, la plupart de ces constructions sont réalisées à partir et grâce à des travailleurs palestiniens. Mais je dirais que les travailleurs palestiniens, encore une fois, côtoient des voisins juifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la démonisation, les gens vivent les uns à côté des autres, partagent les mêmes routes, donc vivent en bonne harmonie. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de barrière partout, donc il y a un contact. C'est justement ce contact, la base d'une paix réelle que l'autorité palestinienne veut détruire. Ce sont des Palestiniens que vous côtoyez au quotidien? Disons que moi, ce que plus d'un Palestinien m'a dit, il faut beaucoup, pas de façon paradoxale, il reproche effectivement quelque chose à Israël, mais pas d'avoir construit, disons, les implantations, mais d'avoir fait venir une bande qu'ils appelleraient de malfrats qui n'a pas toujours fait le bien, disons, en Jordanie ou au Liban, et leur avoir laissé imposer leur vision des choses à la société palestinienne. Parce que c'est le gros reproche des Palestiniens. Ils disent des accords ont été signés, on vous crache dessus et vous continuez à prendre ça comme des gouttes de pluie. Je dirais c'est ça que... C'est fort ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'ils reprochent à Israël de ne pas intervenir. Voilà, vous ne pouvez pas mentir, ce sont les gens qui vous le disent. Mais clairement, les travailleurs palestiniens vous disent on reproche à Israël le fait de ne pas aller contre ce décret présidentiel de Mahmoud Abbas. Les Palestiniens que je côtoie sont de braves gens qui soit cultivent leurs champs, soit veulent faire vivre leur famille. Ils ont besoin d'amener de l'argent pour pouvoir acheter les besoins de base. Et l'économie palestinienne ne supplée absolument pas ça. Il faut aussi bien regarder que même, ne serait-ce que on prend Gaza ou d'autres territoires, les fonds qui sont alloués par les organismes de l'ONU ou d'aide internationale subventionnent l'économie palestinienne qui aujourd'hui
mais pas des plus développées, même si elles se développent. C'est ce que dit Imad Youssef, ce jeune homme du village de Bilin. Je construis des maisons pour ces habitants israéliens, mais je ne peux pas faire autrement parce que, selon lui, il n'a jamais trouvé de travail côté palestinien parce qu'il n'y a pas d'usine, pas de projet industriel, les salaires sont très faibles et les emplois ne sont pas stables. Alors, d'un côté... Vous n'oubliez pas quelque chose aussi, un Palestinien qui parle devant une caméra, vu le peu de démocratie ou le respect d'autres opinions, ne peut pas tout dire. Il est obligé de parler pour se protéger lui-même et protéger sa famille. Je dirais que des tas de gens qui voulaient, on va dire, la paix ou d'autres choses, aujourd'hui sont mis en prison et même l'État d'Israël n'agit pas toujours comme on pourrait ou on devrait le faire. Donc en clair, ça sera le mot de la fin. Pour vous, en tant qu'économiste, on est face à un dilemme. D'un côté, on a une économie qui risque de s'effondrer, et de l'autre, on a un pays qui est Israël qui ne va pas contre ce décret présidentiel. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une économie qui va s'effondrer. En fait, ça peut quand même, il faut le reconnaître, David contre Goliath. L'économie d'Israël est une des économies qui se développe et une des économies les plus stables du monde aujourd'hui. Disons que l'arme économique fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Vous parlez du boycott, le boycott aujourd'hui palestinien, hier le boycott arabe a toujours existé. Enfin, dans les faits... Ce qui est beaucoup plus grave actuellement, c'est que ça s'adresse à des gens qui vivent sur place et qui n'ont pas d'autres alternatives. Et il n'y a pas beaucoup de respect pour cette population arabe, je dirais. Merci. Qui risque de perdre son emploi. Merci, Michael Breislacher. On parle du blocus à présent, du blocus depuis que les violences de la semaine dernière à bord du navire Marmara et le torrent de condamnations internationales qui ont suivi. Des négociations sont en cours aujourd'hui en Israël pour alléger les dispositions du blocus imposé sur la bande côtière depuis juin 2007, c'est-à-dire depuis la prise de contrôle du territoire gazaoui par le Hamas. Une information relayée et publiée par le Sunday Telegraph. L'information est publiée par le Télégraphe britannique. Israël aurait accepté d'alléger le blocus de Gaza en échange d'une réduction des pressions des grandes chancelleries de la planète pour une enquête internationale sur l'assaut de la flottille pour Gaza. Israël aurait ainsi donné son accord de principe à la proposition britannique pour étendre le panel des marchandises introduites à Gaza. Et si Israël accepte en fin de compte de laisser rentrer plus de marchandises, plus de matériaux dans l'enclave palestinienne, il y aura peut-être une contrepartie. Officiellement, Jérusalem dément qu'un lien ait été établi entre l'abandon des pressions internationales et l'allègement du blocus. Mais le ministre britannique des Affaires étrangères, qui s'est largement impliqué dans cet accord, a laissé entendre que la bonne volonté israélienne pourrait bien entraîner un feu vert de l'Occident sur une enquête israélienne interne en présence d'un ou de plusieurs observateurs internationaux. Et pendant que le gouvernement israélien planche activement sur une définition du mandat de cette commission acceptable par tous, le département d'État américain a de nouveau indiqué sa préférence pour une participation internationale à toute enquête qui serait diligentée par Israël. C'est une question de crédibilité, répète-t-on à la Maison-Blanche. Un accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. On parle de l'opinion publique internationale qui s'est-elle définitivement rangée du côté des activistes pro-palestiniens, et pourtant le monde entier condamne-t-il Israël de manière unanime sans même écouter la version de l'État d'Israël. Comme vous allez le constater, certaines voix vont à l'encontre de cette condamnation unanime. C'est d'ailleurs le choix qu'a pris Tony Blair, le responsable du quartet dans la région. Alors que l'ensemble des opinions mondiales semble s'être déchaîné contre l'État d'Israël après l'arraisonnement la semaine dernière de la flottille turque pro-palestinienne, l'opinion publique américaine a redonné un peu de baume au cœur aux Israéliens. Selon un sondage publié mardi, ils sont 49% à estimer que ce sont les activistes pro-palestiniens qui étaient à bord de la flottille qui sont seuls responsables de l'incident. A l'inverse, ils ne sont que 19% des Américains interrogés à incriminer Israël dans cette affaire. Autre raison d'espérer pour le gouvernement israélien, les propos plus kamikaux de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Israël a le droit de se défendre, a déclaré celui qui est aujourd'hui l'émissaire du quartet pour le Proche-Orient. Tout en soutenant l'ouverture d'une investigation internationale, Blair a tenu à assurer les Israéliens de son soutien le plus total.
la question ne se pose même pas. Des roquettes ont été tirées depuis Gaza, des habitants de Gaza veulent tuer des Israéliens innocents. Quand il s'agit de sécurité, je suis à 100% du côté des Israéliens. À l'heure où la quasi-totalité des dirigeants occidentaux s'étaient empressés de condamner l'assaut israélien à bord du Mari Marmara, ces prises de position sont les bienvenues. Même si personne n'est dupe à Jérusalem, il faudra encore beaucoup de temps pour que les explications d'Israël sur la question soient entendues, à défaut d'être comprises. Nous sommes donc en direct pour vous dire que l'Iran, ça vient de tomber, donc on le répète toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a infligé une série de sanctions à l'encontre de l'Iran pour la 4e fois depuis 2006. Les conseils de sécurité attendaient de convaincre de suspendre toutes ces activités nucléaires. Voilà le décompte. 12 pays membres de sécurité ont voté en faveur des sanctions. 2 ont voté contre. C'est le Brésil et la Turquie. Le Liban s'est abstenu. On parle également de l'Iran. Depuis 2007, une résolution des Nations Unies interdit à l'Iran tout transfert d'armes ou de matériel en relation avec l'armement. Une liste noire même a été créée en 2008 par les États-Unis. Une liste qui permet de recenser tous les bateaux appartenant à l'IRISL, c'est-à-dire la Compagnie maritime nationale de l'Iran. Mais le pays semble savoir comment aujourd'hui contourner cet embargo, comme vous allez le voir sur ces images. Des bateaux qui changent de nom et de propriétaire. Voici comment l'Iran arrive à leurrer la communauté internationale sur son activité dans le domaine de l'armement. Une nouvelle enquête publiée par le New York Times a révélé les astuces de la République islamique pour contourner les contrôles américains. Car depuis 2008, les États-Unis répertorient systématiquement tous les bateaux de l'IRISL, la compagnie maritime iranienne. Mais cette liste noire a ses failles. À titre d'exemple, Iran Moutafer a été rebaptisé le diplomate en janvier 2009 au large de l'Afrique du Sud. À son bord, un hors-bord chargé de torpilles, destination Karachi sous le nom de The Amplify. Un réseau de sociétés écrans prend en charge ces va-et-vient. Basée à Chypre ou sur l'île de Malte, elle contribue à brouiller les pistes et à éviter tout rapport avec l'Iran. Sur les 123 navires de l'IRISL répertoriés, 73 bateaux sont exploités par des sociétés qui échappent à la liste noire des États-Unis. Et 63 d'entre eux sont soupçonnés d'entretenir encore des liens avec la compagnie maritime iranienne. Grâce à ce réseau de sociétés écrans qui s'étend en Europe et en Asie, l'Iran garde une longueur d'avance sur les contrôles. Ce jeu du chat et de la souris rend l'application des sanctions plus difficile. Et étant donné les liens étroits qu'entretiennent l'Iran et le Hamas, on peut expliquer le choix d'Israël d'imposer un blocus maritime sur la bande de Gaza. De bref, au niveau international, tout d'abord le leader américain de l'automobile General Motors qui a annoncé ce mardi qu'il rappelait 1,5 million de véhicules pour un risque d'incendie du système de lave-glace. Depuis 2 ans, le constructeur américain s'est vu rappeler bon nombre de modèles, de quoi mettre à mal une nouvelle fois son activité. Puis le dessin d'une mosquée imprimé sur des slips, c'est très sérieux, a été le prétexte à des émeutes musulmanes qui se sont déroulées le 5 juin dans la capitale du Cachemire indien. Mais après vérification, les forces de police ont déclaré que le dessin imprimé ne ressemble en rien à aucune mosquée ni à aucun autre lieu saint musulman. Et on se dirige du côté de l'Égypte. La musique est devenue un moyen comme un autre de s'exprimer au Moyen-Orient. Certains chanteurs arabes font passer à travers leurs textes des messages engagés anti-israéliens pour traiter le conflit israélo-palestinien. En images, on parle plus de douceur dans un instant avec la chanteuse à la voix très orientale. Elle est à côté de moi, Tilda Redouane. A tout de suite. Quand la musique se mêle à la politique, le phénomène n'est pas nouveau dans le monde arabe. Nombreux sont les artistes qui prennent position pour la cause palestinienne. L'emblème de ce phénomène, Shaaban Abdelrahim, un chanteur populaire du Caire, ancien repasseur. C'est avec une chanson qu'il est devenu célèbre aux yeux du public, Anabakra Israël, je hais Israël. Les mots sont simples et accessible à tous. Je hais Israël et nous la détestons tous. Nous sommes tous en colère. Jérusalem nous importe. Une chanson connue et reprise dans l'ensemble des capitales arabes. Ce tube, entre guillemets, comme il est appelé en Égypte, en a laissé place à plusieurs autres. C'est en fonction des événements politiques de la région que le chanteur compose. Les images sont fortes, choquantes et le chanteur engagé. Le tout pour diaboliser et minimiser les revendications d'Israël. La guerre du Liban, par exemple.
Juste pour 2 soldats, ils en font toute une histoire. Félicitant même le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Si quelqu'un qui résiste, nous le félicitons. Contre la trahison sioniste qu'il faut blâmer. Suite à l'affaire de la flottille turque pro-palestinienne, j'aime Israël si elle est rayée de la carte, pour qu'on ne puisse se reposer un peu du raffut des Juifs. Ils sont programmés pour la guerre et créer des crises. Jérusalem et le Golan, ils ont colonisé ces terres, ils ont rendu le monde fou et l'ont mis en feu. La musique arabe, reconnue pour ses rythmes et la légèreté de ses paroles, laisse place à quelques chanteurs populaires tels que Sha'aban Abdelrahim. Des chanteurs mal informés et inspirés par les images qui tournent en boucle sur les ondes des télévisions du Moyen-Orient, un phénomène inquiétant dans des moments de crise, un phénomène qui tout de même ne généralise pas l'ensemble de la musique arabe et reste marginal. Tilda Redjouane, bonsoir. Bonsoir, Mathias. Deuxième passage sur ce plateau de Guisen TV Focus 40. Première réaction à ce que vous venez d'entendre. Alors tout d'abord, on va pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ou qui vous découvrent aujourd'hui. Tilda Redjouane, c'est près de 30 ans de carrière. C'est chanter avec les plus grands de ce monde, Joe Cocker, notamment Bob Dylan, également le groupe Texas. Et vous avez une voix très orientale. Vous êtes né en Turquie, vous vous êtes installé récemment en Israël et vous chantez actuellement un spectacle en hommage à la chanteuse Dalida. Alors puisque Dalida est égyptienne, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, un chanteur populaire égyptien qui crie sa haine envers Israël. Je suis désolée de voir ça. Dalida, elle aimait le monde, elle aimait beaucoup les Juifs, elle aimait Israël. Elle était une femme de paix. Et je pense que les choses politiques, on devrait les laisser aux politiciens et les chanteurs devraient unifier le monde, unifier l'amour, parler des choses beaucoup plus douces, des sentiments. Parce que... On a le droit d'être engagé, mais pas aller au-delà. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être c'est une chemin plus courte pour être connu. Peut-être là, il surprend, il choque, alors ça lui plaît. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Les artistes, en principe, c'est pas pour ça qu'ils chantent, ils jouent la guitare. C'est plein de sentiments. C'est pas la haine. Ce n'est pas pour la haine. Alors, on va, pour bien vous introduire, on va tout simplement écouter un premier extrait de votre spectacle. Ok. Courir la fortune, car le paradis pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, salama, je salue, salama, 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 je reviendrai, salama. Donc chantez en hébreu et en français et aussi en arabe. Hein. Vous parlez l'arabe irakien. Oui, parce que ma famille elle est d'origine irakienne. Vous avez également connu le turc, oui. Un tout petit peu, un petit morceau de turc puisque j'ai grandi en Turquie. En Turquie jusqu'à l'âge de 11 ans. Vous voyez, je connais bien votre CV. Vous avez connu Dalida? Oui, j'ai rencontré Dalida, je commençais, je débutais dans ma carrière, je faisais avec Ennio Morricone La Cage aux Folles numéro 3, donc on s'est vu comme ça sur un plateau télévisé, mais figurez-vous que j'ai senti qu'elle était malheureuse et qu'elle allait commettre ce suicide, je l'ai senti. Pourquoi mais expliquez-nous pourquoi, lorsqu'on est comme ça, chanteuse, connue mondialement, internationalement, pourquoi on ressent ce côté seul comme ça, cette solitude? D'abord, l'être humain, il est toujours seul. Vous savez, on est toujours seul dans notre malheur, dans nos bonheurs. Le bonheur, on peut le partager, mais quand on est mal, on se sent seul. C'est vrai, c'est quelque chose que c'est entre soi-même, vous savez. Et donc, automatiquement, elle était très entourée, elle avait beaucoup d'amis, mais elle portait une poids de tristesse en elle, elle avait des problèmes personnels,
qu'elle n'arrivait pas à trouver la solution toute seule. Et pourquoi avoir choisi aujourd'hui, après Edith Piaf, puisque vous avez l'un des premiers spectacles, en tout cas, a rendu hommage à Edith Piaf. Il y a quand même un monde entre Edith Piaf et Dalida. À vrai dire, dans ma première spectacle, j'avais fait Edith Piaf, mais aussi Aznavour, Yves Montand, etc. La chanson française. La chanson française. Mais c'est vrai que Dalida, elle a une vie également qui ressemble un petit peu à Edith Piaf, qu'elle aussi, elle n'avait pas trouvé sa place, même dans la société, même dans la réussite qu'elle avait. Et ensuite, ça m'avait marqué de l'avoir rencontrée comme ça, quelques mois, et s'est suicidée, ça m'avait vraiment marqué. Et son anniversaire de 23 ans de sa disparition. C'est ça. Et elle est intéressante, elle est pleine de couleurs, et elle chante en italien, en espagnol, en arabe, même en hébreu elle chantait. Alors comment fait-on pour se plonger dans la peau de Dalida? Est-ce qu'on écoute beaucoup de ses chansons, bien évidemment? Est-ce qu'on lit beaucoup sa biographie Est-ce qu'on essaye d'être Dalida sur scène, ou vous restez Tilda Redjouane chantant Dalida? Exactement. Moi, je n'aime pas imiter les gens. Je trouve qu'ils ont leur personnalité. Il faut respecter leur personnalité. Et ensuite, mais j'apporte leur âme, j'apporte leur histoire, leurs chansons. Et je fais reconnaître en Israël, par exemple, ils ne connaissent pas l'histoire de Dalida. Ils connaissent Dalida, ses chansons. Il y a plein de chansons qu'ils ne connaissent pas de Dalida, comme Gigi Lamoroso. Il avait 18 ans. Je l'ai fait traduire en hébreu pour qu'ils comprennent l'essence des paroles. Gigi Lamoroso, c'est une vraie... Je peux avoir un extrait de Gigi Lamoroso en live? En live, comme ça. En hébreu ou en français? En français. En français. Maintenant, je la chante en hébreu, alors ça fait... Allez-y, allez-y en hébreu, comme vous voulez, en hébreu. Allez-y. בין עשרות סיפורים על ימים אחרים הרשו לי לחזור לימי נפולי 4 חברים נגנים זמרים הופיעו יחד בלילות שישי ג'ורג'ו על הגיטר סנדו ובנדולינה אני רקדתי עם הטוב ביד אבל כל הקהל ביוצא מן הכלל הגיע כדי לשמוע איש אחד כשהוא עלה לשיר כולם בקול אדיר הריעו דיג'י למורוזו. Je n'ai pas de mots. Mais c'est traduit mot à mot, vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne la connaissent en français, ils comprennent très bien. C'est à propos d'un homme qui avait beaucoup de succès en Italie, mais ensuite il est contacté par un Américain, il lui dit viens, tu vas devenir un énorme chanteur, tu vas devenir un star, viens chez nous. Et après quelques années, il ne réussit pas, il rentre chez lui et il est encore une fois accueilli chez lui comme un roi. Deuxième extrait. Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôdes comme un bambino. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et grâce à ta mandoline, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel d'Italie. Vous avez une voix jeune sur scène. On ne sent
Vraiment pas. Voilà, c'est vraiment doux comme ça sur scène. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est souhaité. Non, c'est naturel. C'est vraiment naturel. Mais j'ai une 5 octaves, donc je peux passer de l'opéra. Mais on sent qu'il y a quand même derrière. Hein. On sent que vous mettez un petit peu la pédale douce pour ne pas vraiment. Oui, je trouve qu'il faut être doux sur scène. Je ne sais pas, c'est ma façon de penser. Bon, alors l'actualité de Tilda Redjwan, c'est quoi? C'est un concert en Israël, une représentation en Israël. Dans tout Israël. Et ensuite, je repars sur la côte encore une fois pour les festivals d'été, Nice, Monaco. Et ensuite, je rentre parce qu'on a été beaucoup bookés avec cet spectacle de Dalida pour l'année prochaine à partir du mois de novembre. Encore une fois, grande tournée en Israël. Et nous sommes en train de discuter maintenant avec Chine et Japon parce que Nouvel Eldorado des chanteurs israéliens. Oui, c'est exact. Pourquoi selon vous? Parce que là dernièrement il y avait David Dehor qui se produisait à l'Expo universelle de Shanghai. Oui. Les Chinois sont friands de chansons israéliennes. Oui, il paraît comme ça. Oui, ils adorent ça. Bon. Ils aiment, oui. C'est assez surprenant. C'est surprenant, c'est exact. Mais le monde, vous savez, grâce à vous, grâce aux télévisions, le monde est devenu petit. Bon, et après ce concert, est-ce qu'il y a un CD en préparation ou Voilà qu'on m'a proposé de faire un CD en hébreu. Et je prends le challenge et je vais sauter à l'eau, comme on dit, parce que je trouve que mon hébreu elle est bien, je parle bien. Également, j'aime pas d'accent, donc je désire faire une CD en hébreu totalement. Merci Tilda Redjwan d'avoir été avec nous. Restez avec nous, une page sportive et vous terminez Focus 40 avec moi. Alors on parle de sport à présent, ou avant ça peut-être j'allais l'oublier, c'est très important. Aujourd'hui, Dana International, la chanteuse israélienne, a été boycottée. Elle devait se produire à Madrid dans le cadre de la Gay Pride. Elle a vu tous ses engagements à l'étranger annulés en raison de la pression exercée par des associations pro-palestiniennes. Voilà qui était dit. Alors on passe au sport et dans le groupe F de celui du Paraguay que nous vous présentions hier. La Slovaquie fait partie des curiosités de ce mondial sud-africain. C'est en effet la première fois que les Slovaques se qualifient pour une Coupe du Monde depuis leur indépendance en 1993. On regarde. 17 ans après son indépendance, la Slovaquie s'apprête à disputer son premier mondial. Lors des éliminatoires, les Slovaques ont terminé en tête de leur groupe devant la Pologne et surtout la République tchèque. Un encombrant voisin qui s'était jusqu'à présent accaparé toute la gloire. Si la qualification pour le mondial sud-africain est déjà une réussite, elle ne constitue pas une fin en soi. Maintenant que nous sommes qualifiés, il est normal d'avoir de l'ambition. Le but n'est pas d'y aller juste pour jouer les matchs du premier tour, notre ambition est de nous qualifier. Tout est possible en football et nous allons essayer de le prouver. Tout est possible en football, même de sélectionner son propre fils qui s'appelle lui aussi Vladimir Weiss. Mais le sélectionneur se défend de tout favoritisme. Vladimir a apporté du dynamisme à l'équipe, beaucoup d'enthousiasme et de la vitesse dans le jeu. Ce n'est pas facile de sélectionner son propre fils alors qu'il ne joue pas souvent avec son club Manchester City. Il n'a que 20 ans et encore une fois, ce n'est pas simple de lui donner sa chance. Emmené par des joueurs de talent, la Slovaquie pourra compter sur la star de l'équipe, le jeune milieu de terrain de Naples, Marek Hamsik, sur le défenseur de Liverpool, Martin Skrtel, celui de Leeds United, Michalik ou encore Vitek, l'attaquant lillois. Je suis persuadé que notre esprit d'équipe sera très important. Beaucoup parlent de Sterkel, d'Hamsik ou d'autres, mais je pense que nous saurons jouer en équipe. La Slovaquie peut être un acteur de ce mondial et surprendre n'importe qui. Si la Slovaquie confirme face à l'Italie, au Paraguay et à la Nouvelle-Zélande les promesses nées lors des qualifications, elle a toutes les chances pour sa première participation à une Coupe du Monde d'accéder aux huitièmes de finale. Et on reste en Afrique du Sud, cette fois-ci un fait peu agréable. Aujourd'hui, 2 journalistes portugais et un espagnol venus couvrir le mondial se sont fait voler du matériel et de l'argent, notamment des passeports ainsi que leur accréditation pour tous les matchs du mondial. L'action s'est déroulée dans la résidence de luxe des journalistes proche de Johannesburg, à 15 km de la ville. Les victimes dormaient au moment des faits
a pris un pistolet, l'a pointé sur ma tête en me disant de me taire. Ils sont partis avec l'argent qu'ils ont trouvé, les passeports, le matériel photo et des vêtements. Voilà ce qu'a déclaré le journaliste portugais Antonio Simões. La police espère arrêter prochainement les 2 voleurs. Et puis on fait le point sur la NBA, la ligue de basket américaine emmenée par Kobe Bryant, le magicien Kobe Bryant. Les Los Angeles Lakers se sont imposés hier dans la salle des Boston Celtics 91-84 pour mener 2-1 en finale du tournoi. Bryant a marqué 29 points. Le 4e match aura lieu demain à Boston, tout comme le 5e dimanche, avant de retourner à Los Angeles si nécessaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, on va voir des informations suivantes pour vous abonner à Guisen TV. Vous avez la possibilité donc non seulement de nous suivre au quotidien, de suivre tous nos rendez-vous quotidiens, c'est-à-dire l'intégrale de l'info, Focus 40, puis les éditions de la mi-journée avec Yann Danon et David Sauban, mais également voilà, pour 9 € par mois, tout connaître et tout connaître sur les archives de Guisen TV, les meilleures interviews, les meilleurs reportages. Voilà ce qui vous attend pour connaître tout sur Guisen TV. L'occasion de participer à cette belle information équilibrée sur le Proche et Moyen-Orient. Voilà la principale information de cette soirée, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a voté une série de sanctions contre l'Iran pour la 4e fois depuis 2006. Le Conseil de sécurité qui a tenu à rappeler les obligations de l'Iran et suspendre surtout ses activités nucléaires. Le décompte, 12 pays membres du Conseil ont voté en faveur des sanctions, 2 ont voté contre, le Brésil et la Turquie. Le Liban s'est abstenu. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Guisen TV, l'intégrale de l'info Barbara Scherer. Entre-temps, Daniel Atlan qui nous présentera Rue des Étoiles. Et puis juste 5 secondes, 10 secondes de bonheur, un petit chant de Tilda Redouane, puisqu'elle est avec moi un petit extrait de votre spectacle, Tilda. Moi, oui, pour se quitter. D'accord, qu'est-ce que je pourrais bien chanter maintenant oh mon Dieu. Si vous voulez. Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Merci Tilda Redouane. À très bientôt sur l'antenne de Guisen TV. Au revoir.